Aujourd'hui, on parle du trouble lié à l'usage d'alcool. Je suis Mathieu Hung et vous écoutez Très pharmacien, la balado-diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Les renseignements contenus dans la balado-diffusion Très pharmacien sont donnés à titre informatif et éducatif. Ils ne peuvent pas se substituer à l'avis des professionnels de la santé. Si vous avez des questions sur votre état de santé, consultez un professionnel. Bonjour chers auditeurs. Une consommation inappropriée de l'alcool peut mener à différentes complications. En fait, selon les données de l'INSPQ, une personne sur 1000 au Québec est atteinte de problèmes de santé physique directement induits par l'alcool, touchant notamment le foie, d'autres organes du système digestif et le cerveau. Mais au-delà des problèmes sur la santé physique, la situation psychosociale de la personne peut aussi être affectée. On peut donc se demander, comment est-ce qu'on définit le trouble lié à l'usage d'alcool? Quels sont les traitements aigus et chroniques? Et comment aborder ce sujet parfois sensible avec nos patients? Pour répondre à ces questions, je reçois Karina Cistera, qui est pharmacienne à l'Hôpital général du Lakeshore du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, détentrice de la certification américaine en soins critiques du Board of Pharmacy Specialties et membre du regroupement de pharmaciens experts en soins intensifs de l'APES. Bonjour Karina. Bonjour Mathieu. Bienvenue à Très pharmacien. Merci. Donc, pour cet épisode, je te propose qu'on commence par l'évaluation du trouble lié à l'usage d'alcool, donc du TUA, et par son traitement aigu. Et ensuite, on peut discuter des traitements chroniques et de tes conseils sur les différentes façons d'aborder le sujet avec les patients. Est-ce que ça te convient? Absolument. Donc, Karina, pour commencer, comment est-ce qu'on fait pour distinguer une consommation dite normale ou modérée d'une consommation dite excessive? Depuis les nouvelles lignes directrices canadiennes publiées en 2023, on ne parle plus seulement de la consommation modérée versus excessive, mais plutôt de niveaux de risque pour la santé. Ces niveaux de risque sont un continuum et augmentent progressivement par la quantité hebdomadaire d'alcool consommée. On classe généralement la consommation en 3 niveaux. Faible risque, 1 à 2 consommations par semaine. Risque modéré à 3 à 6 consommations par semaine. Et à partir de 7 verres par semaine, on parle d'un risque plus élevé pour la santé. Mais attention, ce n'est pas seulement la quantité hebdomadaire qui compte. Le fait de consommer plusieurs verres en une seule occasion, ce qu'on appelle la consommation excessive ponctuelle ou le binge drinking, augmente de façon importante les risques aigus comme les accidents ou l'intoxication. On parle de 5 verres standards ou plus pour les hommes ou 4 ou plus pour les femmes. Et c'est peut-être une question qui peut paraître assez simple. Qu'est-ce qu'un verre standard? Qu'est-ce que ça représente exactement? Au Canada, ça correspond à environ 13,5 grammes d'alcool pur. Concrètement, ça équivaut à un shooter de 1,5 onces de spiritueux à 40 % d'alcool, un verre de vin de 5 onces à 12 % ou une bouteille de bière ou de cidre de 12 onces à 5 %. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que quand on regarde la consommation d'alcool au Canada, elle est loin d'être négligeable. En fait, elle est 52 % plus élevée que la moyenne mondiale, ce qui place le Canada parmi les plus grands consommateurs des pays développés. Et c'est pas juste une question de moyenne. Plus de la moitié des Canadiens âgés de 15 ans et plus dépassent 2 verres par semaine et environ 40 % dépassent 6 verres. Et ça a des conséquences bien réelles. Près d'un Canadien sur 5 va répondre au cours de sa vie aux critères d'un trouble lié à l'usage de l'alcool. Au Québec, la situation est similaire, voire un peu plus préoccupante. La consommation moyenne est plus élevée que dans le reste du Canada. Donc, je comprends que ça peut devenir assez préoccupant, mais à quel moment est-ce que la consommation excessive devient un problème de santé? On peut voir ça en 2 niveaux. D'abord, le risque pour la santé. Même sans diagnostic, l'alcool augmente le risque de cancer, de maladies du foie, de maladies cardiovasculaires, d'infections, problèmes neurologiques et aussi de blessures liées aux accidents ou à la violence. Et ensuite, il y a le trouble lié à l'usage de l'alcool. Là, on parle d'un diagnostic médical. Typiquement, ça inclut une perte de contrôle sur la consommation, une difficulté à diminuer des envies fortes, ce qu'on appelle des cravings, encore des symptômes de sevrage pouvant mener à des complications graves. Et surtout, ça a un impact concret sur la vie de la personne, sa santé physique, sa santé mentale ou encore son fonctionnement au travail et dans ses relations.
Donc, on l'a mentionné un peu dans l'introduction. J'aimerais que tu nous parles un peu plus de ces impacts. Que tu peux nous rappeler pourquoi c'est important de prendre en charge un patient qui est atteint d'un TUA? Oui, parce que les impacts sur la santé sont majeurs et souvent sous-estimés. L'alcool est associé à une augmentation du risque de plusieurs maladies et de complications sévères. Et contrairement à ce qu'on pensait avant, il n'existe pas de seuil sans risque. Ensuite, il y a les conséquences à court terme. La consommation excessive augmente le risque d'accident, de traumatisme, de chute, de violence et d'hospitalisation évitable. C'est quelque chose qu'on voit très concrètement en pratique clinique, surtout à l'urgence et en soins intensifs. Mais surtout, c'est une condition qui est fréquente, souvent non diagnostiquée et traitable. Près d'une personne sur 5 va présenter un trouble lié à l'usage de l'alcool au cours de sa vie. Donc, on parle de quelque chose de très courant. Mm-hmm. Et bonne nouvelle, intervenir, même brièvement, ça fonctionne. Des interventions comme le dépistage et les conseils brefs peuvent réduire la consommation et prévenir les complications. Donc, en résumé, prendre en charge, c'est important parce que les risques sont élevés, les conséquences sont concrètes et immédiates et surtout, on peut réellement faire une différence dans la trajectoire de ces patients. Donc, c'est bien de savoir qu'il y a plusieurs interventions qui peuvent aider à prévenir les complications. Puis, je suis d'accord avec toi, Karina, que le pharmacien a un grand rôle à jouer pour améliorer le bien-être des patients. Maintenant, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés chez les personnes atteintes d'un trouble lié à l'usage d'alcool? Oui, le TUA est vraiment multifactoriel et le risque augmente quand plusieurs facteurs de risque s'accumulent. On a des facteurs individuels comme un début de consommation à un jeune âge, une santé mentale fragile ou la douleur chronique, des facteurs génétiques et familiaux comme les antécédents familiaux de troubles liés à l'usage de l'alcool ou une autre composante héréditaire, des facteurs psychosociaux comme le stress, l'isolement, la précarité financière ou l'instabilité professionnelle, sans oublier les facteurs de risque environnementaux comme l'accès facile à l'alcool ou même la pression sociale. Donc, si un patient atteint d'un TUA arrête de consommer, quand est-ce que les symptômes de sevrage peuvent commencer à se manifester? Bonne question. Les symptômes de sevrage alcoolique chez les patients ayant un TUA apparaissent généralement 6 à 24 heures après le dernier verre consommé. Et les symptômes sont les plus intenses entre 24 et 48 heures avant de disparaître pour la plupart en 5 à 7 jours. Le corps peut réagir rapidement avec des tremblements, des sueurs, la tachycardie, une fièvre, nausées, vomissements, anxiété ou agitation ou l'insomnie. 7 à 8 % des patients symptomatiques vont avoir des hallucinations temporaires et 10 % peuvent faire des convulsions tonico-cloniques qui nécessitent une intervention médicale. Sinon traitées, un tiers de ces cas de convulsion peut évoluer en delirium tremens, qui est la complication la plus grave et qui se manifeste par une confusion intense, une désorientation ou des hallucinations, une perturbation du système nerveux autonome. On observe le delirium tremens chez 3 à 5 % des patients hospitalisés pour un sevrage et sinon traités, le risque de décès est aussi de 3 à 5 %. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de symptômes de sevrage différents. Et pour évaluer l'éventail de ces symptômes, on voit souvent l'échelle CIWA-AR ou tout simplement l'échelle CIWA qui est utilisée. Donc, en quoi est-ce que ça consiste? C'est un outil clinique standardisé qui permet de mesurer la sévérité des symptômes de sevrage par un clinicien. Donc, on évalue une dizaine de signes et symptômes comme des tremblements, la sudation, l'anxiété, l'agitation, les nausées, les hallucinations. Et chaque symptôme reçoit un score. On obtient un total qui guide la prise en charge. Plus le score est élevé, plus le sevrage est sévère. Cependant, la CIWA a bien des limites importantes. Elle repose beaucoup sur des symptômes subjectifs, donc moins fiables si le patient est confus, délirant ou non collaborant. Elle est aussi difficile à utiliser si le patient a une barrière linguistique, un niveau de conscience diminué ou des troubles cognitifs. Donc, c'est un outil qui est bien, qui est standardisé, mais qui a quand même certaines limites. Oui.
Et souvent, dans les protocoles de traitement de l'agitation liés au TUA, les choix de traitement sont le lorazépam ou le diazépam. Donc, entre ces deux agents-là, est-ce qu'il y a une molécule à privilégier? Donc, les deux sont des benzodiazépines qui sont la première ligne pour le sevrage alcoolique, mais le choix optimal dépend surtout du patient. Le diazépam est souvent le premier choix chez la population générale adulte parce qu'il agit rapidement et dure longtemps, ce qui aide à stabiliser le sevrage. Mais le lorazépam est préféré chez les patients plus fragiles, comme les personnes âgées ou avec une atteinte hépatique. Puis autre que ces deux benzodiazépines, est-ce qu'il y a d'autres médicaments qui sont utilisés pour traiter l'agitation? Oui. Comme traitement adjoint, on peut utiliser des antipsychotiques, comme l'allopéridol, pour traiter l'agitation sévère et les hallucinations. Mais attention, car ils peuvent diminuer le seuil de convulsion. Il y a aussi la clonidine pour traiter l'agitation et l'hyperactivité sympathique chez les patients symptomatiques. La dexmédetomidine est surtout utilisée à l'urgence et aux soins intensifs pour la sédation et le contrôle du système nerveux autonome sans causer une dépression respiratoire. Et finalement, il y a le phénobarbital qui est de plus en plus utilisé dans les cas sévères et réfractaires. Puis une fois que l'agitation initiale est résolue, que le patient est plus apte à répondre à nos questions, c'est important d'évaluer sa consommation réelle pour valider les objectifs de traitement et bien sûr ajuster la pharmacothérapie. Quels sont tes conseils pour faire l'historique des habitudes de vie auprès des patients et surtout comment aborder le sujet qui peut être parfois sensible? Oui, ça peut être très souvent sensible ou malaisant. Mais l'historique de consommation d'alcool doit être fait de façon neutre et non jugeant. Par exemple, en disant des phrases comme « je pose ces questions à tous mes patients » ou « c'est important pour adapter le traitement ». Ensuite, l'exploration de manière structurée des habitudes de consommation, des facteurs déclenchants, les conséquences, tout en normalisant le sujet pour favoriser l'ouverture du patient et nous permet de mieux caractériser le trouble de l'usage d'alcool et guider le traitement de fond. Les lignes directrices canadiennes fournissent aussi des exemples de formulations et de phrases clés pour aider les cliniciens à naviguer ces conversations difficiles. Parfait, donc on va certainement mettre ces lignes directrices-là en référence du balado. Karina, tu travailles aux soins intensifs, donc parlons maintenant de problèmes de santé plus critiques. Parmi les complications du trouble lié à l'usage d'alcool, on retrouve l'encéphalopathie de Wernicke. En quoi est-ce que ça consiste et quand est-ce qu'on devrait le soupçonner? L'encéphalopathie de Wernicke est une complication potentiellement mortelle qu'on ne veut surtout pas manquer aux soins intensifs. C'est une atteinte neurologique aiguë liée à une carence en vitamine B1 ou thiamine, très fréquente chez les patients avec une consommation chronique d'alcool. Classiquement, on parle d'une triade de confusion, ataxie et ophtalmoparésie, surtout le nystagmus, mais en réalité, elle est souvent incomplète. Donc, il faut la soupçonner largement chez tout patient à risque avec altération de l'état mental. Puis, quel est le rôle de la vitamine B1, la thiamine, dans le développement de cette complication? L'encéphalopathie de Wernicke est potentiellement mortelle car le manque de vitamine B1 provoque une panne d'énergie critique dans le tronc cérébral du cerveau, entraînant un coma ou l'arrêt des fonctions vitales. Sans traitement immédiat, les dommages neurologiques deviennent irréversibles et le taux de mortalité peut atteindre jusqu'à 20 %. Donc, dommages irréversibles, taux de mortalité jusqu'à 20 %. Je pense qu'on comprend bien qu'il faut la prendre en charge rapidement. Oui. Maintenant, on a parlé de l'encéphalopathie de Wernicke, mais en quoi est-ce que cette complication est différente d'une autre complication, le syndrome de Korsakoff? Pensez-y comme deux étapes d'un même continuum. Okay. L'encéphalopathie de Wernicke se passe en phase aiguë due à une carence en thiamine. Le syndrome de Korsakoff se passe en phase chronique après un Wernicke non traité et c'est caractérisé par une atteinte sévère de la mémoire avec confabulation et généralement irréversible, d'où l'importance de bien traiter rapidement avec la thiamine pour éviter la progression.
Et Karina, quand je travaillais aux soins intensifs, il y a certains patients avec une encéphalopathie de Wernicke soupçonnée qui recevaient un banana bag, fait qu'un soluté intraveineux jaunâtre, là, pas un vrai sac de bananes. Est-ce que c'est une modalité de traitement à privilégier chez ces patients? Le fameux banana bag. Oui. En fait, ce n'est plus une pratique recommandée. Il est surtout historique et standardise une supplémentation en thiamine, folate et magnésium, mais les doses sont souvent insuffisantes et peu adaptées. Les recommandations actuelles privilégient une supplémentation ciblée de thiamine IV à dose adéquate, la correction des déficits électrolytiques selon les bilans et le traitement de soutien individualisé selon le risque de sevrage et de complications. Donc, finalement, quel est le rôle de l'acide folique et de la multivitamine qu'on mettait dans le banana bag? J'imagine qu'il y a beaucoup de patients touchés par un TUA qui sont souvent peut-être dénutris. Oui, les patients avec un trouble lié à l'usage de l'alcool sont fréquemment très dénutris. Okay. Le remplacement de l'acide folique est probablement le plus pertinent après la thiamine. Les carences sont fréquentes et peuvent mener rapidement à une anémie mégaloblastique qui est manifestée par des symptômes comme la fatigue, la faiblesse, les étourdissements et dans des cas sévères, même les complications cardiaques. Ceci explique pourquoi c'est souvent supplémenté, surtout si une dénutrition ou suspicion d'anémie est là. Il y a peu de données solides pour un bénéfice en aigu concernant les multivitamines, donc c'est vraiment du cas par cas. Les lignes directrices canadiennes recommandent une multivitamine contenant 1 mg d'acide folique et 2 mg de pyridoxine ou vitamine B6, mais ce n'est pas systématiquement observé en pratique. Donc, on comprend que le plus important, c'est la thiamine dans tout ça. Oui. Puis dans les bases de données, les lignes directrices, on voit beaucoup de doses de thiamine différentes. Ça peut aussi se donner par voie orale ou par voie intraveineuse. Est-ce qu'il y a une posologie précise à privilégier? Ça dépend des ressources. Donc, le guide de l'INES recommande la thiamine de 100 à 500 mg par jour par voie Péros, IV ou IM, et ce pour une durée allant jusqu'à une semaine. Les lignes directrices canadiennes apportent plus de précision par contre. Elles recommandent une dose prophylactique entérale de 100 à 200 mg par jour pour les patients en milieu ambulatoire à risque, donc les gens dénutris ou à risque de le devenir, ayant une maladie hépatique ou pendant un retrait aigu d'alcool. Chez les patients qui présentent à l'hôpital et qui sont à risque, la dose prophylactique par voie parentérale, IV ou IM, est recommandée pour une durée d'au moins 5 jours, suivie par un relais Péros. Si une encéphalopathie de Wernicke est suspectée, on donne une dose augmentée de thiamine de 200 à 300 mg IV ou IM par jour. Donc, si je reviens à nos complications, on a parlé de l'encéphalopathie de Wernicke, du syndrome de Korsakoff, mais comme tu l'as mentionné, il y a aussi le délirium tremens. Pourquoi est-ce que cette complication est à craindre? Parce que c'est une urgence vitale. On parle d'un état de délirium sévère avec instabilité du système nerveux autonome. Sans traitement, il y a un risque réel de décès. Et même traité, ça nécessite souvent les soins intensifs. Comment est-ce qu'on évalue le risque de développer un délirium tremens à partir de la dernière prise d'alcool? La fenêtre de risque du délirium tremens se calcule simplement à partir de la dernière prise d'alcool, avec un pic de vigilance entre 48 à 96 heures ou 2 à 4 jours plus tard. Donc, Karina, je te présente un petit cas. Disons que tu es la pharmacienne à la pharmacie centrale et que tu reçois une ordonnance pour la dexmédétomidine ou Précédex à 0,2 à 0,6 microgrammes par kilogramme par heure. Tu n'as pas l'indication sur l'ordonnance, mais le médecin a aussi prescrit un protocole SIWA, de la thiamine, de l'acide folique. Donc, je pense que tu peux soupçonner fort bien que c'est pour un patient avec un TUA. Quelles sont les questions que tu te poses en validant cette ordonnance? Donc, globalement, lors d'un tel cas, il faut se demander si on traite adéquatement le sevrage ou est-ce qu'on masque les symptômes avec la dexmédétomidine. Parce que la priorité reste toujours traiter la cause, pas juste l'agitation. Donc, est-ce que les benzodiazépines sont optimisées? La dexmédétomidine est un adjuvant, pas un traitement de première ligne. Il faut s'assurer que le patient reçoit assez de benzo,
Par exemple, il est possible de voir une ordonnance de diazépam 10 à 20 mg IV aux 5 à 10 minutes jusqu'à l'obtention d'une sédation légère, souvent avec des doses cumulatives de 60 à 100 mg ou plus. Un effet d'autosevrage est possible grâce à sa longue demi-vie. Pour le lorazépam, on peut utiliser des doses de 2 à 4 mg IV aux 10 à 15 minutes jusqu'au contrôle des symptômes, avec des doses cumulatives parfois élevées, mais sans effet d'autosevrage comme le diazépam en raison de sa demi-vie plus courte. Parfait. Donc, de bons réflexes. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu te poses? Oui. Ensuite, quelle est la sévérité du sevrage? Est-ce qu'il y a une agitation réfractaire? Ceci peut suggérer un sevrage compliqué ou en évolution vers un délirium tremens. Quel est l'objectif du traitement? La dexmédetomidine calme l'agitation et les symptômes du système nerveux autonome, mais ça ne traite pas le sevrage lui-même et n'a pas d'effet anticonvulsivant. Celle-ci risque donc de masquer la progression si utilisée seule. Et finalement, est-ce que le régime de thiamine est adéquat? Donc, ce sont toutes de très bonnes questions. Et maintenant, j'aimerais t'amener vers le phénobarbital. Donc, quelle est la place de ce médicament dans le traitement du TUA? Le phénobarbital occupe une place croissante dans le traitement du sevrage alcoolique, particulièrement dans les formes modérées à sévères. Les benzodiazépines restent la première ligne. Toutefois, le phénobarbital peut être utilisé comme agent adjuvant lorsque la réponse au benzo est insuffisante ou comme alternative dans certains protocoles bien encadrés. Son avantage, c'est son action sur le GABA et sur le glutamate, utile chez les patients très tolérants. Par contre, il faut rester prudent. Il a une longue demi-vie et un risque de sédation et de dépression respiratoire dose dépendant, donc un monitorage étroit est essentiel. Malgré tout ça, est-ce qu'il y a d'autres complications dont on devrait se méfier? Oui, au-delà du sevrage aigu, il y a plusieurs complications importantes à garder en tête. Premièrement, il y a la dénutrition, avec des carences en thiamine et folate, ce qui augmente le risque de complications neurologiques et hématologiques. Ensuite, les atteintes hépatiques. On peut aller de la stéatose hépatique à l'hépatite alcoolique jusqu'à la cirrhose, avec des complications comme la CIT, les varices ésophagiennes, ou l'encéphalopathie hépatique. Et finalement, il faut penser aux complications multisystémiques comme la cardiomyopathie alcoolique, la pancréatite, la neuropathie périphérique et l'augmentation des risques infectieux et traumatiques. D'accord. Et plus tôt, on a dit qu'on peut utiliser soit le diazépam, soit le lorazépam pour traiter l'agitation chez les patients atteints d'un trouble lié à l'usage d'alcool. Quelle serait notre approche si le patient prend déjà des benzodiazépines de façon chronique à la base? C'est une excellente question. Dans plusieurs cas, les patients sur benzodiazépines chroniques ont une tolérance élevée à celle-ci et peuvent nécessiter des doses très élevées, des thérapies adjointes comme le phénobarbital ou une admission à l'unité de soins critiques. Une stratégie pratique est de poursuivre la benzodiazépine chronique et ajouter le protocole de sevrage alcoolique par-dessus celle-ci. Toutefois, les doses doivent toujours être titrées selon la réponse clinique, avec une surveillance étroite pour éviter la sursédation. Donc, maintenant, passons à autre chose. Donc, une fois que le patient est passé la phase aiguë de ses symptômes, quels sont les traitements chroniques qu'on peut lui offrir? Donc, une fois le sevrage aigu stabilisé, les recommandations canadiennes et de l'INES insistent sur le fait que le patient doit immédiatement être orienté vers un traitement préventif des rechutes du trouble de l'usage de l'alcool pour au moins 3 mois, car les risques de rechute et de mortalité restent élevés. Le guide de l'INES recommande la naltrexone en premier lieu et l'acamprosate, le gabapentin et le topiramate comme agent de deuxième intention. Puis si on commence avec la naltrexone, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur ce médicament? Elle agit en diminuant la libération de dopamine dans le circuit de récompense lié à l'alcool. Cliniquement, ça réduit le plaisir associé à l'alcool, le craving et les épisodes de consommation excessive. Donc, c'est très utile si l'objectif est une réduction ou une abstinence de l'alcool, mais à éviter s'il y a une atteinte hépatique sévère ou la prise d'opioïdes concomitante. Parfait. Et qu'en est-il de l'acamprosate?
La camprosate est très utilisée au Canada. Ça diminue l'hyperactivité glutamatergique et restaure l'équilibre GABA-glutamate. Ça favorise le maintien de l'abstinence et c'est sécuritaire si atteinte hépatique parce que c'est excrété par voie rénale, donc à ajuster s'il y a une insuffisance rénale. Puis on voit aussi le disulfiram qui peut parfois être utilisé. Qu'est-ce qu'on devrait savoir sur ce médicament? C'est parfois utilisé, mais seulement en deuxième intention chez les patients qui sont très motivés avec une supervision étroite en raison de ces enjeux d'adhésion. La plupart des lignes directrices privilégient plutôt la naltrexone et la camprosate comme traitement de première ligne du trouble de l'usage de l'alcool. J'aime bien que tu aies parlé d'adhésion parce qu'on le sait que l'adhésion à la thérapie médicamenteuse peut être une barrière importante pour nos patients et ce, tout problème de santé confondu. Mais plus particulièrement dans le cas du trouble lié à l'usage d'alcool, quels sont tes conseils pour favoriser une meilleure adhésion? C'est vrai. C'est un défi surtout important en milieu ambulatoire. Voici quelques clés concrètes. Donc, comme mentionné tout à l'heure, avoir une approche non jugeante et une alliance thérapeutique. Avoir des objectifs réalistes. Est-ce qu'on veut réduire la consommation ou est-ce qu'on veut avoir une abstinence complète? Il faut impliquer le patient dans les décisions et simplifier les traitements lorsque possible. On assure un suivi rapproché et ne pas oublier les ressources psychosociales. Donc, on arrive à la fin du balado. Quelles sont tes références à suggérer aux auditeurs? Je recommande de se référer aux lignes directrices canadiennes publiées en 2023 pour savoir qui et comment traiter le TUA au Canada en milieu ambulatoire et hospitalier. Ensuite, il y a le protocole sur le sevrage d'alcool de l'INES qui donne un portrait de ce qui est fait réellement au Québec. Ensuite, on peut prendre des données québécoises à partir du site de l'INSPQ. Par la suite, il y a les lignes directrices américaines publiées en 2020 avec les forces sur comment gérer le sevrage sévère, les cas réfractaires et la sédation des patients aux soins intensifs, donc un petit peu plus poussé. Et finalement, il y a les lignes directrices du National Institute for Health and Care Excellence, publiées en 2010 et 2011, mais encore très pertinents aujourd'hui. Et les points forts ici sont vraiment comment traiter les complications comme les maladies hépatiques, l'encéphalopathie de Wernicke et une approche systémique des soins comme le parcours des soins intégrés. Donc, bref, qu'est-ce qui arrive vraiment quand le TUA n'a pas été traité adéquatement? Donc, ce sont des documents qu'on va aussi ajouter en référence du balado. Maintenant, quel serait ton message clé sur le traitement du trouble lié à l'usage d'alcool? Le trouble lié à l'usage de l'alcool est fréquent, potentiellement grave, mais traitable. Le sevrage se traite par des benzodiazépines, la thiamine et les traitements de support. Mais l'enjeu principal est ensuite d'initier un traitement de fond pour prévenir les rechutes et réduire la mortalité. Plus on intervient tôt, plus on peut prévenir les complications, améliorer la qualité de vie et littéralement sauver des vies. Donc, merci Karina Sistera d'avoir partagé ton temps, tes conseils et surtout ton expertise sur le traitement du trouble lié à l'usage d'alcool et de ses complications. Merci Mathieu. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode de Très Pharmacien. À bientôt!